Ma femme est tombée enceinte, alors que je suis stérile. J'ai fait un test de paternité, et j'ai découvert que même ma fille aînée n'était pas de moi. Le plus fou? Elle jurait encore m'aimer et disait qu'on pouvait surmonter ça, jusqu'à ce que je lui montre les preuves. Il y a 3 ans, j'ai subi une vasectomie. C'était une décision prise à 2, et je ne l'ai jamais regrettée. On avait déjà une fille et on n'était pas sûr de vouloir un deuxième enfant. Mais voilà, ma femme est tombée enceinte. Et c'est là que l'enfer a commencé. J'ai rencontré ma femme à l'université. On est sortis ensemble pendant 2 ans avant de se marier, plein d'enthousiasme à l'idée de fonder une famille. On a essayé pendant 3 ans avant d'avoir notre première fille. C'était difficile, mais quand elle est arrivée, tout semblait en valoir la peine. Après l'accouchement, ma femme a essayé de reprendre la pilule contraceptive, mais les effets secondaires étaient tellement violents qu'elle a dû arrêter. Comme on ne savait pas encore si on voulait un autre enfant, on a décidé que ce serait moi qui me ferais stériliser, c'était plus facile à inverser si jamais on changeait d'avis. Ce que j'ai fait. Les tests ont confirmé ma stérilité. Tout allait bien. En vérité, notre vie sexuelle s'est même améliorée après ça. Plus de peur de grossesse, plus de stress. Mais il y a 3 semaines, les premiers signes de tempête sont apparus, ma femme se plaignait de nausées, de seins douloureux, et surtout, elle avait du retard dans ses règles. Elle a toujours été un peu irrégulière, donc je ne me suis pas trop inquiété au début. Mais l'angoisse a commencé à me ronger. Quelque chose ne collait pas. Il n'y avait qu'une seule explication possible. Je suis allé voir mon médecin et j'ai demandé un nouveau spermogramme. Le résultat? Toujours stérile. 0 spermatozoïde. Je ne lui ai rien dit. J'ai attendu. Elle est allée chez le médecin et a confirmé, elle était enceinte. Elle m'a dit que je devrais refaire un test, juste, pour lever le doute. J'ai fait semblant d'être d'accord, mais ce que j'ai fait m'a brisé de l'intérieur, j'ai emmené ma fille faire un test de paternité. Les résultats sont arrivés en même temps que mon second spermogramme. J'ai lu les 2, et j'ai failli vomir. Oui, je suis toujours stérile. Et non, ma fille n'est pas la mienne. J'étais sous le choc. Une nausée violente m'a envahi. Mon monde s'est écroulé. Quand ma femme est rentrée, je lui ai montré le spermogramme. Elle est devenue blanche comme un linge, mais a tenté de rester digne. Elle m'a dit que c'était sûrement une erreur du labo, ou un miracle divin. Alors je lui ai montré le test de paternité. C'était comme si j'avais retiré le sol sous ses pieds. Elle s'est effondrée en larmes, après beaucoup d'insistance, elle a fini par avouer, c'était une seule fois. D'après elle, c'était avec un collègue de travail. Ils avaient utilisé une protection, mais ça a dû craquer. Je lui ai fait répéter l'histoire 3 fois. À chaque fois, une version légèrement différente. Je lui ai bien fait comprendre, si je découvrais un seul autre mensonge, ce serait définitivement terminé. Elle a juré que c'était vraiment unique. Qu'elle m'aimait. Elle m'a supplié qu'on surmonte ça ensemble, pour notre fille. Mais je ne suis pas un pantin. Je lui ai dit que je ne pouvais pas élever l'enfant d'un autre homme. Je lui ai demandé si elle était prête à interrompre cette nouvelle grossesse pour qu'on puisse peut-être reconstruire ce qu'on avait. C'est légal dans mon état. Elle a pleuré toute la nuit. Mais avant de s'endormir, elle m'a dit qu'elle ferait tout ce qu'il fallait pour sauver notre mariage. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que, pour moi, il était déjà trop tard. La semaine suivante, j'ai pris rendez-vous avec mon avocate. J'ai apporté tous les documents, les tests, les relevés bancaires, les papiers de la maison. Elle a tout écouté, tout noté. Elle m'a expliqué que comme notre État autorise le divorce pour faute, l'adultère me donnait un avantage, mais que ça rendrait le processus plus long et plus cher. Elle a aussi expliqué que, si ma femme acceptait de signer les papiers, la question de la pension alimentaire pour la première enfant pourrait se régler facilement. Sinon, il faudrait passer par un test judiciaire et aller au tribunal. Dans tous les cas, je ne serais pas obligé de payer pour une fille qui n'était pas la mienne. Je suis reparti avec des consignes claires, ne rien dire tant qu'elle ne serait pas officiellement notifiée. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Pendant ce temps, ma femme agissait comme si tout pouvait se régler avec un peu de thérapie et de bonnes intentions. Elle a dit qu'elle voulait en parler à la famille à Noël. Elle parlait même de tout recommencer à zéro. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais sur le point de tirer le rideau et de révéler à tous le vrai spectacle qu'elle jouait depuis des années. Mise à jour 1.
12 jours après avoir découvert toute la vérité, j'ai entamé la deuxième phase de mon plan, sortir de cette histoire avec dignité, sans laisser de place à de nouveaux mensonges. J'ai convenu avec ma sœur de déplacer mes affaires chez elle. Je préférais ne pas quitter définitivement ma propre maison, car cela pourrait me nuire légalement. Mon avocate avait été très claire, ne surtout pas abandonner le domicile conjugal avant d'en être officiellement exclu. Ma sœur a donc proposé de m'accompagner, pour m'aider, mais aussi pour servir de témoin en cas de problème. J'ai aussi installé une caméra cachée dans le salon, avec enregistrement automatique dans le cloud. Pas question de laisser la moindre faille. À 10h45 ce jour-là, j'ai reçu le message de mon avocate, elle a été officiellement notifiée. Immédiatement après, j'ai envoyé un message à ma femme, je lui disais que j'étais à la maison, prêt à discuter quand elle le voudrait. Peu de temps après, j'ai reçu son premier SMS, pourquoi ? On n'avait pas dit qu'on allait essayer de réparer les choses ? Le discours attendu. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de lui renvoyer mon message initial. En quelques minutes, elle m'a bombardé de messages sur WhatsApp et de messages vocaux. Tous ignoraient la vraie raison du divorce, essayant de faire passer l'idée que je jetais tout à la poubelle sans même lui parler. À ce moment-là, elle croyait encore pouvoir retourner la situation émotionnellement. Mais c'est là qu'est arrivé le vrai coup bas, elle a partagé sa localisation avec moi. J'ai vu qu'elle était arrêtée devant une de ces pharmacies où on trouve de tout, médicaments, alcool, gadgets, tests de grossesse, même des jouets. J'ai trouvé ça louche. 20 minutes plus tard, j'ai entendu les sirènes dans la rue, et à ma grande surprise, une voiture de police s'est arrêtée devant chez nous. Oui, elle avait appelé la police. Elle a dit qu'elle avait peur car, il y a des armes à la maison. J'ai calmement expliqué aux officiers que mes armes étaient rangées dans un coffre-fort, qui, d'ailleurs, était complètement vide, puisque je les avais déjà transférées ailleurs par précaution. Les policiers ont été professionnels, mais visiblement mal à l'aise. Ils ont dit qu'ils étaient là juste pour s'assurer que tout reste civilisé. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai conduit ma femme dans le salon et je lui ai montré à nouveau les résultats des tests ADN, à la fois le spermogramme et le test de paternité. Cette fois, elle ne pouvait plus nier. Elle s'est effondrée. Larmes, sanglots, elle répétait que ce n'était pas possible. Mais je n'ai ressenti aucune pitié. Je lui ai demandé cash, qui est le père ? Elle a dit qu'elle ne savait pas. J'ai relancé, tu ne sais pas, ou tu ne te souviens plus de son nom. Elle a admis que c'était un écart, qu'il n'y avait que 2 hommes, rien de plus. Je lui ai demandé, 2 fois en 5 ans de mariage. Silence. Je lui ai rappelé ce que je disais depuis le début, la seule chance de sauver quoi que ce soit, c'était la vérité. Et elle avait encore échoué. À ce moment-là, les policiers ont compris que c'était une affaire privée et sont partis, précisant qu'ils reviendraient si un autre appel était passé. Je les ai remerciés, j'ai respiré profondément et j'ai dit à ma femme que j'allais chez ma sœur jusqu'à ce que les choses soient réglées. Mais avant de partir, j'avais une dernière carte à jouer. Cette semaine-là, j'avais préparé 2 emails. L'un destiné à notre cercle d'amis et de proches. Des télés, direct. Il incluait les rapports de test, les dates, et une explication claire des raisons de ma demande de divorce. L'autre, destiné à elle. J'y avais joint les mêmes documents, mais aussi un rappel de tous les avertissements que je lui avais donnés pendant notre relation. Tous les moments où j'avais demandé de l'honnêteté. Toutes les chances qu'elle avait eues de dire la vérité. J'ai attendu qu'elle quitte le salon. Quand je l'ai vue dans la voiture, prête à faire marche arrière, j'ai cliqué sur « Envoyer ». Les messages sont partis directement dans les boîtes mail de toutes les personnes concernées. Y compris ses parents. La réaction a été quasi immédiate. Messages de choc, d'indignation, de soutien. Une avalanche de « Comment a-t-elle pu faire ça ?» et de « Je n'arrive pas à croire ce qu'elle t'a fait ». Et le plus frappant ? Même ses amis les plus proches ne l'ont pas défendu. Aucune. Plus tard, elle m'a envoyé un dernier message. Elle disait être dévastée, que il y avait encore une chance de sauver notre couple, que notre fille ne méritait pas ça. Mais ce chapitre-là, pour moi, était déjà terminé. Je lui ai simplement répondu, si tu avais fait ta part, rien de tout ça n'aurait été nécessaire. Elle a répondu, par le silence. Mise à jour 2. 2 semaines après l'explosion de toute cette histoire, les pièces du puzzle ont commencé à tomber ou plutôt à s'effondrer. Mon ex a disparu émotionnellement les jours suivants.
Quand elle passait à la maison, elle était éteinte, livide, les yeux creux. Elle ne dormait visiblement plus. Et peut-être qu'elle ne dormait vraiment pas. On voyait que l'impact de ce que j'avais fait avait été bien plus violent qu'elle ne l'avait anticipé. Mais ce n'était pas du remords. C'était juste la conséquence logique. Et au fond, elle croyait encore pouvoir retourner la situation avec un bon jeu d'actrice. Le jour de la deuxième réunion avec les avocats, tout est devenu plus clair. La pièce ressemblait à un champ de bataille, moi d'un côté, elle de l'autre. Et entre nous, les avocats qui ont très bien géré en nous gardant séparés et en limitant les échanges au strict minimum. Elle ne me regardait presque pas. Elle était là, mais ailleurs. Comme si elle s'était réfugiée dans sa tête. L'audience s'est déroulée comme prévu. Elle n'a rien contesté, donc on a poursuivi avec une demande de divorce pour incompatibilité, le fameux no-faux divorce. Ça a évité une guerre juridique, mais il fallait tout de même passer par toutes les étapes, partage des biens, plan de séparation, et le plus important pour moi, l'audience de paternité. Le juge a autorisé un test judiciaire. Quelques jours plus tard, les résultats officiels sont arrivés, j'étais légalement libéré de toute responsabilité envers l'enfant. Mes droits et devoirs de père prenaient fin. Mon nom serait retiré de l'acte de naissance. C'était comme signer un deuil. En pratique, la décision était finale. Mais dans le cœur, c'est une autre histoire. J'aimais cette petite fille. Je lui ai donné le bain, raconté des histoires, veillé sur elle quand elle avait de la fièvre. Et maintenant, savoir que j'ai été trompé toutes ces années, que chaque souvenir repose sur un mensonge, c'est cruel. La tête comprend, mais le cœur ne suit pas. C'est pour ça que j'ai été catégorique, plus aucun contact direct avec mon ex. Toute communication devait désormais passer uniquement par les avocats. Je l'ai bloqué partout, ainsi que la plupart des membres de sa famille. Il ne restait que les canaux officiels. Fini le chantage émotionnel, les « on doit parler », les larmes de crocodile. Mais bien sûr, elle a essayé. 2 nuits plus tard, j'ai reçu un email de sa part. Elle disait qu'elle voulait parler en personne, qu'elle gardait espoir, que notre histoire méritait une seconde chance. Je l'ai supprimée sans répondre. Elle n'a pas abandonné. Elle a contacté nos amis communs. Elle a demandé à ses parents de m'appeler. Même sa mère, qui avait toujours été glaciale avec moi, m'a envoyé un message vocal disant que l'amour pouvait tout pardonner. Assez ironique, venant de quelqu'un qui connaissait la trahison, et s'était tu. C'est alors que j'ai saisi une opportunité. Quelques jours auparavant, en récupérant ma fille à la crèche, j'ai vu l'homme avec qui ma femme avait eu sa liaison. Elle m'avait donné son nom quand elle avait enfin tout avoué, et comme son fils allait à la même crèche que notre fille, il était facile de faire le lien. J'en ai eu la confirmation en voyant son alliance, et son nom de famille écrit sur le sac à dos de son gamin. Bingo. Le lendemain, c'est une femme qui est venue chercher le garçon. Elle s'appelait Sharon. Je me suis approché doucement, je me suis présenté, et je suis allé droit au but, votre mari sera soulagé d'apprendre que ma femme a réglé leur grossesse. Son visage s'est figé. Avant qu'elle ne réagisse, je lui ai tendu ma carte, si vous voulez connaître toute l'histoire, appelez-moi. Ou demandez à votre mari. Mais ce qui a suivi, je ne l'avais pas vu venir, Sharon. Oui, la femme de l'amant. Celle que j'ai croisée ce jour-là à la crèche. On a gardé contact. Au début, c'était juste pour échanger des infos. Elle voulait aussi comprendre avec qui elle vivait. Et franchement, ça faisait du bien d'avoir quelqu'un qui comprenait ce que je ressentais sans que j'aie à tout expliquer. On s'est parlé régulièrement, surtout par message ou appel. Une sorte d'étrange camaraderie. On comblait les trous laissés par les mensonges de nos ex. Elle m'a raconté qu'après la confrontation à la crèche, elle avait viré son mari de chez elle. Il avait perdu son boulot, il travaillait dans l'entreprise familiale de Sharon, donc une simple conversation avec son père et son oncle a suffi. En moins de 24 heures, il faisait ses cartons sur le trottoir. Mérité, ai-je dit. Au départ, je croyais que Sharon avait juste besoin de vider son sac. Mais peu à peu, j'ai compris qu'on avait plus en commun que je ne le pensais. Et pas seulement la trahison. C'était ce besoin de justice, cette envie de comprendre avant d'avancer. C'est le genre de douleur qui fait un peu moins mal quand on la partage avec quelqu'un qui l'a vraiment vécu. Quelques jours plus tard, on a décidé de dîner ensemble. Pas un rendez-vous, du moins, c'est ce qu'on se disait.
C'était juste pour faire le point sur l'affaire. La conversation a été fluide. On a ri, on a parlé, on a bu trop de vin. Puis elle a dit, tu mérites d'être vraiment heureux, tu sais? Je n'ai rien répondu. Mais je l'ai senti. À la fin de la soirée, elle m'a pris dans ses bras. Un de ces longs câlins silencieux, sans arrière-pensée. Juste deux survivants qui cherchent un peu de chaleur au milieu des ruines. En rentrant chez moi, j'avais un nouveau message de mon ex. Long, théâtral, rempli de regrets et de promesses. La dernière phrase disait. Je crois encore qu'on peut être heureux, malgré tout. J'ai failli répondre par une autre phrase. Tu as tout détruit. Maintenant, il va falloir apprendre à vivre avec. Mais j'ai choisi le silence. Mise à jour 3. Un an s'est écoulé. Un an depuis que ma vie a basculé. Un an depuis que j'ai découvert que la fille que j'aimais n'était pas la mienne. Que ma femme m'avait trompé 2 fois, avec 2 hommes différents. Que pendant 5 ans, j'avais été un faux père, et un vrai clown. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, j'ai l'impression d'avoir rêvé ce cauchemar ou que ça soit arrivé à quelqu'un d'autre. À quelqu'un que j'étais autrefois. Quelqu'un de plus naïf, plus vulnérable, plus plein d'espoir. Ce type-là est mort le jour où j'ai ouvert cette enveloppe avec le test ADN. Depuis, tout a changé. Mon ex? Elle vit dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Elle a récupéré sa part de la maison après le procès, puis a disparu. La seule communication qu'on a encore passe par les avocats. Le juge a validé le retrait de mon nom de l'acte de naissance. Parentalité terminée. Je ne suis plus le père. Ni légalement, ni émotionnellement. Elle a essayé de me parler après le divorce. M'a envoyé des messages, a demandé qu'on se voie pour mieux expliquer. Elle disait avoir besoin de clôturer. J'ai tout refusé. Je n'avais pas besoin de plus d'explications. Elle m'avait déjà montré qui elle était. Et l'enfant, elle va grandir avec une autre vérité désormais. Ce n'est pas sa faute. Ça ne l'a jamais été. Mais je ne pouvais pas la regarder dans les yeux sans y voir ceux de sa mère. Les mêmes yeux qui ont menti, trahi, et construit un futur qui n'a jamais existé. Est-ce cruel? Peut-être. Mais continuer à faire semblant, juste pour paraître gentil, aurait été encore plus cruel. Et Sharon? On est resté en contact. Au début, c'était juste du soutien mutuel, 2 survivants essayant de comprendre les dégâts. On dînait ensemble de temps en temps, on s'envoyait des messages pour parler des progrès du divorce. Elle aussi portait ses cicatrices. Son ex, Stan, le même qui a mis ma femme enceinte, a tout perdu, son emploi, le respect de sa famille, et la possibilité d'avoir la garde de son fils. Sharon s'est occupée de tout. Et elle avait raison. Elle est devenue une véritable force de la nature. Et contre toute attente, c'est au milieu de cette tempête qu'on s'est trouvés. Il y a quelques mois, elle a été invitée à un mariage d'amis communs. Stan aussi était invité, ce qui rendait les choses tendues. Elle m'a demandé si je voulais venir avec elle, juste pour lui exploser un peu l'ego. J'ai ri. Mais j'ai accepté. On a voyagé ensemble. On a dormi dans la même chambre, lits séparés. Tout était platonique. Du moins, c'était le plan. Pendant le mariage, on s'est présenté comme amis. Mais la tension entre nous était palpable. De l'autre côté de la salle, Stan nous observait comme une cocotte minute prête à exploser. Et sur la piste de danse, on a ri, on a joué, on a dansé. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti léger. Après la fête, on est remonté dans la chambre. Quelques verres. Un silence lourd. Et soudain, un baiser. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas l'idéal. Mais c'était réel. Le lendemain matin, on s'est réveillé avec cette question silencieuse, et maintenant, est-ce qu'on a bien fait? Mais il n'y avait aucun regret. Juste cette sensation que, après autant de destruction, on méritait au moins une nuit de réconfort. Aujourd'hui, on continue à se parler souvent. On déjeune ensemble, on partage nos histoires, on parle des cicatrices qu'on porte encore. On ne sait pas ce qu'on est exactement. Des amis? Des compagnons d'armes? Un début? Peut-être un peu de tout ça. Ce qui compte, c'est que la paix est enfin revenue. Ma thérapeute me dit que je respire à nouveau. Au travail,
mon patron m'a accueilli avec une bouteille de champagne quand il a appris que le divorce était finalisé. Il m'a proposé un congé. J'ai refusé. J'avais besoin et envie d'avancer. Avec des objectifs, une routine, un but. Aujourd'hui, la maison est à nouveau entièrement à moi. Chaque coin qui me rappelait autrefois un mensonge a été remplacé par de petites vérités. Un nouveau tableau. Un canapé différent. Une étagère que j'ai changée. Des détails qui disent, ici commence une autre histoire. Le plus triste dans tout ça, c'est que tout aurait pu être évité. Il suffisait d'un peu d'honnêteté. De caractère. De respect. Mais comme je le dis toujours, si trahir la confiance des autres est un jeu, alors qu'ils assument le prix de ce jeu. Et le plus fou? Elle a failli réussir. Elle a failli me convaincre que tout pouvait redevenir comme avant. Elle a presque fait croire au monde entier que c'était moi le froid, l'insensible, le méchant. Mais la vérité a un goût amer et doux à la fois. Parce qu'elle fait mal. Mais elle libère aussi. Commentaire Monsieur Reddit. Ah oui, le bon vieux, on peut encore être heureux malgré tout, lancé après avoir réduit une famille entière en cendres. Classique. Elle voulait du closure? Voilà, un appartement minable, des avocats, et un ex-mari qui danse avec la femme de son amant. Si ça, c'est pas du karma 5 étoiles, je ne sais pas ce que c'est.